Vous venez d'écrire, vous venez de publier Me Too Much, donc aux éditions Heliopol. On va pas présenter Philippe Bilger, ancien magistrat, président de l'Institut de la Parole, et quand même, last but not least, l'un des piliers des vraies voix sur Sud Radio, et puis à CNews, on vous entend et on vous voit aussi à CNews, bien sûr, dans l'émission de Pascal Praud. Mais Philippe Bilger, alors qu'est-ce qui vous a piqué de dire, ah là là, cette histoire de Me Too Match? Ça veut dire, est-ce que vous trouvez, franchement, que ce qui s'est passé, allez, on va pas tout citer, mais vous les citez dans votre livre, PPDA, Gérard Depardieu, sans citer, vous ne les citez pas, mais quand même, ça a commencé en Amérique avec Weinstein, avec les producteurs, avec les comédiens. Tout ça a suscité en vous quand même une espèce d'ire, je dirais, de colère, non pas rentrée, mais voilà, vous l'avez sorti. Pourquoi? Merci, mon cher André, d'abord de m'accueillir, même si je n'ai pas beaucoup de trajets à faire. Et le livre est venu, je vais tout vous dire. Durant les vacances, j'aime écrire et mon blog ne suffisait pas. J'ai envie d'écrire quelque chose en me mettant dans la peau d'un grand avocat qui avait envie à la fois de dire ce qu'il pensait de MeToo et en même temps parce qu'il se sentait menacé par un site Mediapart qui s'est fait une spécialité de mettre en cause des comportements masculins, surtout lorsqu'ils sont célèbres et médiatisés. Et on sent que Mediapart, vous aimez, moi, vous non plus. J'ai dû choisir un site. Et objectivement, j'aime beaucoup Mediapart sur l'investigation. Je considère qu'ils allaient à droite et à gauche. En revanche, je n'aime pas du tout l'idéologie d'Edoui Plenel. Donc, j'ai dû choisir un site. Et au fond, j'avais le sentiment sur certains plateaux, face notamment à des gens comme la brillante Elisabeth Lévy, qui n'aimait pas du tout cette cause des femmes, de défendre MeToo. Mais j'étais frustré parce que je ne pouvais pas dire exactement ce que je pensais. Et je l'ai dit dans ce petit livre. Alors, vous pensez... Alors, je l'ai lu, ce petit livre, il se lit facilement et agréablement, Philippe Bilger, mais vous pensez, en fait... D'abord, une question que je voulais poser. Pourquoi c'est pas Philippe Bilger pourquoi vous avez eu besoin de vous glisser dans la peau d'un avocat? Philippe Bilger est assez légitime et plus que ça pour dire voilà ce que je pense de MeToo et compagnie. Oui, enfin, pourquoi mon cher André, oui, on peut se poser la question, mais dans la mesure où j'ai voulu mettre dans la bouche de cet avocat, dans son monologue intérieur, des pensées, des sentiments, des peurs, des angoisses, liées peut-être à un certain dérèglement intime, je ne tenais pas à faire apparaître cela chez moi, alors que objectivement, ça n'est pas le cas depuis des années. Et donc, j'ai préféré montrer de la part d'un avocat honnête, ça existe quelles pouvaient être ses interrogations, ses craintes et ses dénonciations. Alors justement, parlons du fond. En fait, Philippe Bilger, quand vous parlez de MeToo, alors je vais pas jouer moi l'avocat de la diablesse, bien sûr, et d'ailleurs aucune femme n'est diablesse, on le sait. Non. Mais qu'est-ce qui a amené de dire, parce que ce que vous dites quand même, faut le dire, vous dites basta così, ça suffit, c'est un peu trop. Vous dites effectivement, vous en parlez, vous dites que dès qu'on commence, enfin l'avocat, votre porte-parole, disons, dit oui, écoutez. Dès qu'on commence à avoir une œillade, on essaie d'avoir un geste, etc. À quoi on vous répondrait justement, oui mais attendez, ce n'est pas que des gestes, c'est la promotion canapé, c'est le metteur en scène qui dit oui mais si tu veux avoir ce rôle, il faut que tu fasses ça et ça et ça, c'est le producteur qui dit la même chose, c'est l'acteur ou la vedette qui dit la même chose. On a entendu des centaines de témoignages dans le milieu du showbiz, on ne parle pas du reste parce que le reste il y aurait beaucoup à dire, ou voilà, oui, il m'a obligé à, etc. Et vous dites, attendez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous mettez en évidence, mon cher André, précisément des vérités pour lesquelles j'ai éprouvé le besoin de défendre MeToo dans sa pureté originelle. Et au fond, c'est parce que ce mouvement a lutté contre les rapports de force, les rapports de pouvoir, dans les lieux où naturellement une emprise
Je n'aime pas le terme emprise. Mais ces rapports de force existent, vous êtes d'accord. J'ai voulu montrer que MeToo devait faire attention à ne pas ternir ce que ce mouvement avait de positif à l'origine. Et en particulier, vous l'avez dit dans votre question, en mettant tout sur le même plan. On ne met pas sur le même plan un propos vulgaire, une caresse sur un bras parce qu'on accompagne son oralité. Et je le fais trop souvent par des gestes, et puis évidemment une agression sexuelle, et encore moins un crime. On a l'impression que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a un puritanisme ponctuel dans un monde qui est par ailleurs totalement érotisé. On nous offre en permanence des nudités spectaculaires pour vanter des produits parfois aux antipodes, mais en revanche, il y a un puritanisme ponctuel et dont on prétend qu'il va entraîner des traumatismes toute la vie. Il faut être sérieux tout de même. Oui. Alors, est-ce que c'est une espèce de retour de balancier? Parce que là, on vous dit aussi, je vous dis, oui, mais vous savez très bien, il y a une oppression des femmes séculaire, sinon millénaire, etc., et sur laquelle maintenant il faut arrêter, c'était une fausse égalité. Mais moi, ce qui me frappe aussi, et là, je ne change pas de camp, mais c'est vrai que trop souvent, et ce que vous dites n'est pas faux dans votre livre, c'est que des personnes, par exemple, qui ont accompagné, été comédiennes, etc., pendant des années, qui tournaient avec le même metteur en scène, 5 ou 6 ans ou 10 ans plus tard, disent il m'a violé, ou il s'est occupé de moi, etc. Alors, c'est très difficile, effectivement, parce qu'on peut pas se mettre à la place de ces personnes, qu'elles soient femmes ou hommes, mais vous dites, il y a eu des condamnations absolument arbitraire, c'est ce que vous dites quand même. Oui, alors il y a deux choses, André. Oui. Je vous remercie de parler des plateaux, parce que c'est vrai que durant des années, par exemple, il était connu que certains acteurs, d'ailleurs pas les plus médiocres, avaient des comportements, pour aller rapidement, vulgaires. Et on les voyait, il y avait des témoins de ces gestes et de ces propos. Et même plus que des comportements vulgaires, hein. Absolument. Mais durant des années, on ne disait rien. L'environnement était tranquille, parfois applaudissait même. Et quand ces gens ont été à terre, alors là, ils sont réveillés. Je déteste les témoins qui viennent après l'heure. Je veux dire, j'aime le courage immédiat. Après, ça ne m'intéresse plus. Alors, vous connaissez les noms auxquels je pense, mais il y a des... Alors, et deuxième élément... Vous les citez, oui, PDA, Depardieu et des autres. Gens qui les ont vus et qui aujourd'hui les accablent, et les procès vont venir. Là, je ne sais pas comment... En fait, vous êtes contre ceux qui lèchent, puis qui lâchent, et puis qui lâchent. Absolument. C'est ça. Et en même temps, André, il est évident que je trouve que ces comédiens, ces artistes, qui, durant des années, ont eu des comportements plus grave qu'indélicat, vous l'avez très bien dit, je les trouve lamentables. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, ce qui a choqué un certain nombre de gens sur un plateau, je me dis, je suis parfois moins désireux d'une judiciarisation que d'apprendre la politesse et le savoir-vivre à certains hommes qui, à l'évidence, les ignorent. Au fond, par moments, je me dis que cette salacité, cette vulgarité, allant jusqu'à des gestes délictuels ou criminels, là, évidemment, c'est autre chose, ça relève de la justice, mais parfois, je rêve d'un monde où la politesse existerait. Ah, vous rêvez, mon cher Philippe, mais c'est vrai que la politesse, c'est une chose très importante. Vous savez ce que disait Chris Marker de l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et il ne faut pas oublier. La politesse, ça apprend à se tenir correctement devant le corps d'autrui, devant autrui, tout simplement. Ça paraît effectivement la moindre des choses. Et donc, vous, quand vous dites cela, au fond, comment rétablir cet équilibre? C'est-à-dire, comment faire que ne pas tomber effectivement de cette lamentable promotion canapé où j'ai le pouvoir, tu feras ce que tu veux, si tu veux avancer, c'est moi qui te dira les règles, que je trouve effectivement tout à fait lamentable et je dirais même minable, au côté, tu m'as regardé, tu m'as frôlé, vous avez vu ce qui s'est passé pour l'abbé Pierre 50 ans après sa mort, hein, 50 ans après sa mort. Et
n'a rien entendu avant. Oui, alors ça, moi, ce qui me frappe, c'est 50 ans après la mort. C'est un peu facile. Bon, mais pour revenir à ça, comment, si vous voulez, essayer de rétablir un équilibre entre effectivement l'excès des uns, je parle d'un certain nombre d'hommes, et l'excès des autres, je parle d'un certain nombre de victimes, vraies ou fausses, et qui évidemment s'affichent et ont évidemment les applaudissements et les vivas de tout le monde. Comment on fait ? Je ferai une distinction entre l'univers judiciaire et les réseaux sociaux. À partir du moment où la justice a été saisie à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation, je demande simplement et très modestement qu'on revienne aux règles ordinaires de la preuve. Ça n'est pas parce qu'une femme a dénoncé aujourd'hui, hier ou il y a 20 ans, même si j'admets qu'on peut, 20 ans après, avoir envie de dénoncer parce que le climat d'aujourd'hui pousse. Eh bien, je réclame simplement que la parole des femmes fasse l'objet d'une vigilance ordinaire. Qu'on examine la dénonciation des femmes de la manière dont on examine les autres plaintes. Ça n'est pas parce qu'une femme dénonce qu'elle doit être crue sur parole. Si sa parole est sincère, eh bien, on poursuit et on condamne. Et sur les réseaux sociaux, pardon André, là c'est terrifiant, parce que c'est ce qu'un grand avocat américain baptisait la culpabilité par dénonciation. Sur les réseaux sociaux, je suis mis en cause, je cherche à me défendre, je suis coupable, je ne dis rien, je suis coupable. Oui, c'est-à-dire qu'on condamne avant de... Je rappellerai aussi qu'il ne faut pas parler de ça, il y a aussi des hommes qui sont victimes, il y a aussi, il n'y a pas là-dessus femmes et hommes, et en fait vous revenez, vous savez... selon que vous serez puissant et misérable, disait La Fontaine, pas seulement les jugements de cour, mais les jugements de l'opinion publique, les jugements de la démocratie. Et vous dites, en fait, un peu de retenue, et surtout, et là c'est vrai, c'est que il faut examiner les choses. Si la personne s'est comportée comme un voyou, comme minablement, eh ben il faut la condamner. Il y a la justice pour cela. Maintenant, vous le savez très bien aussi, c'est pour ça que c'est très compliqué, et votre livre le dit aussi, c'est que il y a aussi des rapports de force. Vous savez très bien que justement les puissants, ce sera plus facile à protéger que les gueux, si je peux me permettre. À la fois plus facile à protéger, et en même temps, il me semble parfois, André, qu'il y a une sale volupté de l'opinion publique à voir abaisser, même légitimement, des gens qui occupaient le devant de la scène sociale et intellectuelle. Et ça ne doit pas entraîner des discrédits, des dénis de justice. Mais je vous remercie de dire que c'est compliqué. Au fond, ce que je voudrais, c'est persuader modestement MeToo qu'il faut accepter que ce mouvement extrêmement positif dans ses origines soit complexe, nuancé, qu'il n'ait pas une présomption de culpabilité, qu'il ne crée pas une dissension, une guerre civile entre les hommes et les femmes, que le badinage innocent puisse continuer à exister, bref, qu'il y ait un certain nombre de miracles aujourd'hui. Qu'il y ait ce qu'on appelle la séduction, qui a été le fleuron de ce pays, de l'amour courtois, etc. Là-dessus, vous avez tout à fait raison. Moi, je crois qu'aujourd'hui, présomption de culpabilité, malheureusement, elle existe pas seulement dans ce domaine-là, qu'il y a effectivement des jugements et des condamnations assez lamentables. Mais je dirais, Philippe Bilger, il faut lire ce livre. En tout cas, vous n'êtes pas un... Vous savez, je ne sais qui a sorti cela, je crois que vous disiez dans votre livre, quelqu'un qui disait les mythomanes. C'est joli. Et pas non pas les mythomanes, mais les mythomanes, c'est assez joli. Et je rappellerai une chose, Philippe Bilger, vous savez que c'est une histoire authentique, que au Congrès américain, on commence toujours par une prière lors de le début du Congrès américain. Et il y a eu un député, la Chambre des représentants, qui lisait la prière, et il finit par Amen, et il ajoute A woman.
Extraordinaire. C'est-à-dire que Amen, alors que ça n'a rien à voir avec Amen, il dit à Woman. Donc pour vous, en fait, est-ce que vous êtes optimiste? On pourra retrouver un peu cet équilibre? Oui, je suis optimiste parce que malgré ce que je dénonce, le mouvement MeToo, je pense en beaucoup de lieux, de pouvoir et de domination n'a pas éradiqué. Je ne suis pas aussi optimiste que l'avocat général terminant le procès Pellico, qui s'imagine que la vie sociale va être miraculeusement transformée. Mais je crois déjà que c'est des rapports. Il faut que des hommes, peut-être dont nous ne sommes pas, mon cher André, aient peur tout de même de ce qui hier ne leur faisait pas peur.